Et pour ce nouvel entretien, nous allons parler de cet antiracisme qui finalement dépasse les frontières. Il dépasse les frontières, que ce soit en Angleterre, que ce soit aux États-Unis. Et pour parler de ce sujet, nous allons retrouver Paul-François Paoli. Bonjour Paul-François Paoli. Bonjour. Vous êtes journaliste et écrivain, auteur de nombreux ouvrages comme récemment La Tentation de Paris, quand le journalisme était un roman, qui est paru le mois dernier, si je ne m'abuse. Malheureusement, on ne parlera pas de ça aujourd'hui, ce sera peut-être l'objet d'un nouvel entretien. Aujourd'hui, si on vous a invité, c'est parce que vous avez contribué à plusieurs articles sur le site Atlantico. Alors, l'un d'entre eux nous a effectivement frappé, c'était un article qui parlait notamment du SPLC. Alors les auditeurs ne savent pas nécessairement de quoi SLPC, pardon. Les auditeurs ne savent pas nécessairement de quoi il s'agit. C'est le Southern Poverty Law Center, donc le centre sudiste de la pauvreté, législative de la pauvreté, qui est une association, pour faire simple, de gauche radicale, qui aurait versé entre 2014 et 2023 plus de 3 millions de dollars à des informateurs affiliés à des groupes d'extrême droite, mais alors la vraie, quelque part, comme par exemple le Ku Klux Klan. Est-ce que vous voulez nous raconter un petit peu cette affaire ? Écoutez, en fait, l'interview que j'ai donnée sur Atlantico n'aborde pas directement cette affaire parce que, en réalité, j'ai pas d'informations précises, très précises sur cette affaire. Moi, ce qui m'a intéressé dans le débat que j'ai eu sur Atlantico, c'est effectivement, en particulier, le blocage de la situation française sur ces questions, du fait que cette notion de racisme et d'antiracisme sont des notions extrêmement vagues qu'on peut manipuler à volo. Et en fait, moi, ce qui m'a concerné dans cette affaire, c'est qu'il se trouve que j'ai écrit un livre qui, je crois, a été assez prémonitoire. C'est un livre qui est paru en 2011, qui s'appelait « Pour en finir avec l'antiracisme idéologique chez François Bourin ». Et en fait, j'avais prévu que cette notion d'antiracisme était en fait un attrape-tout qui permettait en fait d'inculper ou de pénaliser n'importe qui sur ces questions de la race. Par ailleurs, j'ai publié il y a 2 ans un livre qui s'appelle Race, sexe, identité aux éditions Godefroy, de Jean Godefroy, et où j'expliquais aussi que le débat sur la race, cette question de race et de racisme allait devenir centrale dans la politique française, et on vient de le voir avec le meeting de Jean-Luc Mélenchon, qui a accusé évidemment la droite, tout ce qu'il appelle l'extrême droite, de raciser tous les débats, alors que lui-même et son officine et tous ses satellites ne cessent pas d'expliquer que toute une partie de la population française est racisée d'une manière implicite ou explicite. Oui, alors donc, on reviendra sur le meeting de Jean-Luc Mélenchon plus tard. Effectivement, j'avais prévu d'en parler, mais il y a un élément quand même, au moins sur justement, je reviens sur cette affaire, mais effectivement, donc, pour faire simple, l'extrême gauche qui finance l'extrême droite pour finalement se donner une raison d'exister. D'une certaine façon, on a l'impression quand même que l'antiracisme aujourd'hui est arrivé à une forme de fuite en avant où il a ses clients et ses opposants, on va dire, d'une certaine façon, et que il a besoin de s'entretenir. C'est quoi le mécanisme justement de l'antiracisme, Paul-François Paoli ? Eh bien, en fait, je crois que le mécanisme de l'antiracisme, c'est en fait l'idée de culpabiliser systématiquement tous ceux qui n'acceptent pas, en fait, une immigration qui est devenue oppressive, qui est devenue oppressive pour la majorité d'entre nous. Et donc, c'est une manière de pourrir tous les débats sur ces questions en créant une sorte de culpabilité. En fait, c'est un principe accusatoire. L'idéologie antiraciste aujourd'hui, c'est devenu une idéologie accusatoire. Et en fait, nous sommes nous-mêmes enserrés dans une toile d'araignée depuis les années 70 et en particulier depuis les lois Pleven. Ensuite, il y a eu les lois Guesso. Et en fait,
nous n'avons pas le courage d'aborder ces vraies questions, ces questions d'identité, de race, d'ethnie, qui en fait étaient des questions tout à fait banales jusque dans les années 60-70. En fait, l'idéologie antiraciste a réussi à imprimer dans le grand public l'idée que c'était les catastrophes de la Seconde Guerre mondiale et en particulier l'histoire du nazisme qui avaient discrédité complètement cette notion de race. En réalité, j'ai montré dans mes livres qu'il n'en est rien, que cette idéologie antiraciste se met pas du tout en place après la Seconde Guerre mondiale dans les années 45-50, elle se met en place en 1980 avec l'élection de François Mitterrand et avec la formation du mouvement SOS Racisme, parce qu'à ce moment-là, l'idéologie marxiste, la lutte des classes et des confrontations de classes est en pleine régression, elle est en train de se dissoudre et il faut remplacer la lutte des classes, non pas par la lutte des races, mais par, au fond, l'idée qu'au fond, la France, la nation, est une nation d'immigrés, une nation fondée sur l'immigration. Et donc, il y a donc un projet idéologique qui consiste à brouiller le sens des mots. Et c'est ça qui est très, très important. La droite est piégée. En fait, la droite politique, grosso modo, elle est piégée parce qu'elle a adhéré à cette idéologie antiraciste qui s'est développée à travers notamment SOS Racisme, mais aussi des personnalités comme Robert Badinter, des gens comme ça. Et donc la droite a été prise au piège parce qu'elle n'a pas eu le courage, par exemple, de rappeler que quelqu'un comme le général de Gaulle, pendant sa grande conférence en 1965, lorsqu'il a normalisé les relations avec la Chine, si vous écoutez sa conférence, il parle à un moment donné de la race chinoise. C'est en 1965 et à cette époque, c'est passé comme une lettre à la poste. Personne ne l'a relevé parce qu'il n'y avait pas cette paranoïa et cette angoisse sur la question des races. Et en fait, cette paranoïa et cette angoisse est liée à une immigration extra-européenne qu'effectivement la France connaît depuis les années 70 et aussi aux questions liées au post-colonialisme, au colonialisme, à l'esclavage, etc. Donc en fait, l'antiracisme est devenu un vaste syndrome de Stockholm qui enserre la société française et qui fait que n'importe qui, aujourd'hui, à tour de rôle, peut être accusé de racisme simplement sur un mot, une humeur ou simplement sur une réflexion. Et c'est cela, le fond de commerce de l'extrême gauche aujourd'hui, qui n'en a plus d'autre. En fait, la notion avec la on vous entend moins bien là, Paul-François Paoli. Essayez peut-être. Non, pas tellement. Peut-être faire un ou deux tests avec Franck un instant, le temps de retrouver une connexion stable. Ce sont évidemment des choses qui arrivent, on ne vous en veut pas. Vous êtes avec nous, Paul-François Paoli ? Oui, je vous entends, tout à fait. Donc effectivement, est-ce que finalement le terme comme le disait Richard de Sèze, il y a une forme d'amalgame de la race prétendue par-dessus la nationalité, où effectivement maintenant il existerait un peuple noir, un peuple maghrébin ou arabe selon les dénominations, un peuple asiatique par la gauche justement. D'un autre côté, le terme de racisé, lui, réunit carrément toutes les nationalités, toutes les ethnies du monde sous un seul terme, sauf les Blancs. Oui, absolument. En fait, ça fait partie de la stratégie perverse qui provient d'ailleurs du politiquement correct américain. C'est-à-dire que ce sont des idées qui sont nées dans les années 70-80 sur les campus américains. C'est une idée qui consiste à soutenir que les minorités sont racisées, c'est-à-dire que les Blancs, enfin ceux qui ne sont ni noirs, ni asiatiques, ni indiens, ont un regard négatif sur ces minorités. Et à partir de là, s'est développée cette idée que, effectivement, la race est une idée projetée par les Blancs en général et les Européens en particulier. Mais cette conscience identitaire, elle est exclusive, c'est-à-dire que nous, les Européens, nous n'avons pas le droit de nous désigner comme des Blancs. Aussitôt, si nous nous désignons comme des Blancs, nous sommes aussitôt ostracisés et considérés comme racistes. Mais Paul-François Paoli, quel intérêt de se désigner comme des Blancs ?
Ben, en fait, personnellement, moi, je considère que cette notion de blanc n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'en fait, j'ai envie de le dire, de le dire en plaisantant, on est toujours le blanc ou le noir de quelqu'un. Vous savez très bien que les Maghrébins, pour beaucoup d'entre eux, en particulier les Kabyles, ce ne sont pas des noirs. Un certain nombre de Maghrébins ont le teint plus blanc que des Européens. Et en fait, cette notion de couleur de peau, elle est devenue, c'est une coloration idéologique. Vous avez aujourd'hui des Antillais, par exemple, qui ont une peau beaucoup plus blanche, beaucoup moins noire Ouais. que des Soudanais ou des Nigérians. Donc en fait, Oui, mais finalement, la pertinence de l'emploi de ce terme, en réalité, enfin, comme le disait Richard, mais c'est vrai que substituer cette idée aux nationalités ou alors aux civilisations ou aux cultures, etc., en réalité, c'est surtout, on a l'impression, une arme de la gauche pour finalement s'en prendre à ce qu'elle appelait, enfin, dans une sorte de post-marxisme, enfin, l'oppresseur. oui, absolument. Mais en fait, alors vous savez bien qu'il y a plusieurs gauches. La gauche républicaine ou dite républicaine n'est jamais tombée dans ce traquenard. En réalité, c'est une gauche radicale qui a très bien senti qu'il y avait un ressentiment en Europe, en Occident et en particulier en France, un ressenti qui s'est transformé en ressentiment, en particulier chez des jeunes qui ont l'impression qu'on les regarde comme des intrus parce qu'ils ont une peau noire et comme des gens voilà qui peuvent mettre en danger l'unité nationale. Et donc l'extrême gauche a très bien senti ce phénomène et donc elle a créé ce discours, elle a créé ce malaise et elle a créé cette ambiance. Et on l'a très bien vu dans le discours de Mélenchon. Il arrive très bien, il joue très très bien de cette sémantique. À chaque fois il a utilisé le terme de racisé, il a recueilli des applaudissements enthousiastes. Ça fait Et, partie de son fonds de commerce. Mais justement, quelque chose qui est assez fascinant, Paul-François Paoli, c'est que bon, le terme de racisé, déjà, il vient pas des États-Unis, il vient d'un Français, il vient de Frantz Fanon, qui l'utilise notamment, je crois, ou Fanon, je sais pas comment on dit, excusez-moi si jamais je fais un barbarisme, je commets un barbarisme, mais donc l'idée, c'est que, selon eux, enfin, comme vous l'expliquez, on se le terme de race, le terme d'être désigné comme étant un noir ou un arabe, etc., est acceptable quand on est de gauche parce que, effectivement, c'est quelque chose qui est objectivé, qui en fait, en réalité, c'est la personne noire qui est ramenée par l'oppresseur, par le blanc, à son statut de personne noire. Et donc, c'est pour ça qu'on peut utiliser ces termes-là qui étaient bannis pendant un temps. D'un autre côté, ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, justement, le blanc et enfin la personne blanche va être ramenée à son statut de blanc et donc, enfin parce que oppresseur par la gauche. En revanche, nous, ça nous est interdit. Oui, absolument. Alors, vous évoquiez Frantz Fanon, vous avez raison, c'est quelqu'un qui a théorisé ces questions-là. En réalité, c'est vrai que c'est Frantz Fanon qui a pensé ces questions de racisation, c'est un des intellectuels qui les a initiés. Mais en fait, c'est vrai que c'est aux États-Unis, à travers des cultural studies, c'est-à-dire à travers les universités américaines, que ce concept a été popularisé Ouais. parmi dans l'intelligentsia américaine. Mais ce que vous dites, c'est évidemment vrai, mais en même temps, Frantz Fanon était un psychiatre, c'était quelqu'un de très intelligent et qui a aussi écrit des choses incroyables que jamais l'extrême gauche ne reprendra, et notamment l'idée qu'il fallait en finir avec ce ressentiment racial et anticolonial. Il a écrit, il a dit il faut que nous sortions de cette impasse. Donc le racisme, il n'est pas question de contester que le fait que le racisme a existé, que le suprématisme existe encore. Par exemple, dans certains milieux extrémistes au sud des États-Unis, c'est vrai qu'il y a encore l'idée d'une sorte de suprématie ontologique des Blancs sur les Ouais. Noirs, tout ça existe. C'est vrai, ça a existé. On oublie que dans le monde islamique et le monde arabo-islamique, le racisme et le suprématisme existent Ouais. terriblement. On l'a vu Notamment, en on parlait des Tunisie. États-Unis, mais il y a Nation of Islam
qui est Oui, pour le coup aussi, dans un l'autre groupe. sens. Dans l'autre sens, Nation of Islam, c'est une réaction. Il y a aussi un suprématisme noir aux États-Unis. Il y a un suprématisme noir idéologique aux États-Unis à travers Nation of Islam, comme vous le dites. Il y a un suprématisme arabo-musulman et un suprématisme arabo-berbère en Afrique du Nord par rapport aux populations noires, notamment dans un pays comme la Mauritanie ou en Tunisie, où les Hmm. Noirs, où les Africains, les migrants africains ont été expulsés manu militari. Et vous avez chez de grands théoriciens musulmans comme Ibn Khaldoun, par exemple, le grand penseur maghrébin, l'idée que le noir est un intermédiaire entre l'animal et l'homme. Et donc, dans le monde arabo-islamique, le racisme anti-noir et négrophobe a été extrêmement virulent et il Hmm. reste encore virulent aujourd'hui. La perversion de la gauche, d'une certaine gauche, a été de considérer que nous, les Blancs, ce qu'ils appellent les Blancs, c'est-à-dire les Européens, ont eu le monopole de ce suprématisme. Qui a eu un suprématisme européen et blanc, c'est incontestable tout au cours du 19e siècle. Mais aujourd'hui, c'est une notion qui est totalement Alors, battue en brèche. c'est ça Et qui donc, est, c'est ça, c'est ça qui pardon, est fascinant. Paul-François Paoli, c'est quand même une impression, enfin c'est quelque chose qui est parfois dit à droite, mais qui est toujours très polémique à dire, c'est que en réalité, enfin moi j'ai quand même voyagé dans de nombreux pays, dans un certain nombre de pays dans le monde, peut-être que vous aussi, mais le sentiment général c'est que globalement les Européens, je parle précisément des Européens, hein, pas forcément des Américains, mais les Européens sont quand même la civilisation la moins raciste qui existe sur Terre. Et vous avez raison, mais je veux dire, en plus, les Français sont les moins racistes même de tous les Européens, parce que nous avons une culture de l'universel, un fantasme de l'universel, une notion, une idée que la France est universelle, voilà, et donc notre universalisme culturel va totalement à contresens de l'idée d'une hiérarchie des races. Et donc nous avons cultivé cet universalisme à travers le catholicisme notamment, qui veut dire universel, hein, catholique, ça Mmh. veut dire universel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un tabou sur le racisme, par exemple, des Asiatiques, le racisme des Chinois, par exemple, à l'égard des Africains, le racisme des Berbères à l'égard des Noirs. Bien tout ça, ce sont des réalités empiriques que chacun a pu constater simplement en voyageant, mais ce sont des sujets qui nous Ouais. sont considérés comme hors sujet par la gauche radicale, parce que c'est pas vendeur sur un plan idéologique et politique. Pour la gauche radicale, il s'agit en fait d'utiliser, de cultiver le ressentiment d'une partie de la jeunesse d'origine afro-maghrébine qui se sent exclue de la société française, qui se sent exclue des institutions, qui se sent exclue du monde politique, etc., etc. Donc, en fait, c'est une politique qui est délibérée et qui a été et qui porte ses fruits à travers le mélenchonisme aujourd'hui. Merci beaucoup Paul-François Paoli de nous avoir justement exposé un petit peu tout ça à travers les États-Unis, dans le monde entier, comme évidemment en France. Alors sans vouloir faire ma propre promotion, mais je vais le faire un petit peu quand même, j'ai effectivement tenu des propos qui justement touchent à ce sujet dans une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Ligne Droite, dans un petit discours que j'ai pu proposer au Parlement européen. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup Paul-François Paoli d'avoir été avec nous ce matin et on vous dit à bientôt ici sur Ligne Droite.